Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Il y a des sujets qu'on aborde facilement dans les conversations sur le business. La stratégie, le positionnement, la visibilité, les tunnels de vente, etc. Et puis, il y a l'argent. Je ne parle pas de l'argent comme outil, mais plutôt de l'argent comme sujet intime. Ce que ça fait en toi quand tu envoies une facture. Ce que ça réveille quand tu regardes ton compte en fin de mois. Ce qui se passe dans ta poitrine quand quelqu'un te demande tes tarifs et que tu dois les dire à voix haute. Ça, personne n'en parle vraiment dans les podcasts de business, dans les formations, dans les masterminds. On parle de mindset d'abondance comme si c'était une question de pensée positive. On parle de prix juste comme si c'était une question de calcul. Mais le rapport à l'argent, c'est l'un des terrains les plus chargés de toute la psychologie humaine. Il touche à la survie, à l'appartenance, à la valeur personnelle, aux loyautés familiales, aux valeurs qu'on s'est choisies ou qu'on a héritées. Et pour les entrepreneurs qui travaillent dans les métiers de l'aide, la psychologie, la thérapie, le coaching, le soin, l'accompagnement, il y a une couche supplémentaire. Une couche particulièrement épaisse et particulièrement silencieuse. Quand ton métier c'est prendre soin des autres, facturer ce soin, ça ressemble parfois à se trahir. Cet épisode, c'est sur ça, sur ce nœud-là, sur ce qu'il dit de toi et sur ce qu'on peut commencer à en faire. En psychanalyse, il y a un concept qu'on doit à Donald Winnicott, c'est un pédiatre et psychanalyste britannique du XXe siècle. Ce concept s'appelle l'objet transitionnel. L'idée de départ est simple. Un tout petit enfant, quand il commence à explorer le monde, à s'éloigner de sa mère, a besoin d'un objet pour tenir. Une peluche, un bout de tissu, un doudou. Cet objet n'a pas de valeur en lui-même. Il a de la valeur parce qu'il représente quelque chose. La sécurité, la présence, le lien, par exemple. Winnicott appelait ça un objet transitionnel, parce qu'il aide à traverser la transition entre la dépendance totale et l'autonomie, entre le besoin de l'autre et la capacité à tenir seul. Ce que Winnicott n'a pas eu le temps de développer complètement, mais que la psychologie a exploré depuis, c'est que les adultes continuent de fonctionner avec des objets transitionnels. Ils ne ressemblent plus à des peluches, mais ils jouent exactement le même rôle. L'argent est l'un des objets transitionnels les plus puissants de la vie d'adulte, parce qu'il représente quelque chose, et ce quelque chose, il est différent pour chacun. Pour certains, l'argent représente la sécurité, pour d'autres, la liberté, pour d'autres encore, la preuve qu'on existe, qu'on vaut quelque chose, qu'on a réussi. Et pour certains, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, l'argent représente le camp dans lequel on se trouve. Et gagner plus, c'est risquer de changer de camp. Dans les métiers de l'aide et du soin, j'ai observé 5 grandes façons dont le rapport à l'argent se manifeste. 5 visages, 5 façons dont ce nœud psychologique prend forme dans le quotidien business. Premier visage, la culpabilité de facturer. Alors là, c'est la plus évidente, celle qu'on reconnaît le plus facilement. Envoyer une facture et avoir immédiatement envie de s'excuser. Sous-facturer systématiquement parce qu'on ne veut pas profiter de quelqu'un qui souffre. Offrir des séances supplémentaires gratuitement parce que c'est important pour le client. Baisser ses prix dès qu'un client évoque des difficultés financières, même quand on n'a pas les moyens de le faire, etc. Derrière ça, il y a une croyance très précise que prendre soin et être payé pour prendre soin sont deux choses incompatibles. Que l'argent pollue quelque chose qui devrait rester pur. Deuxième visage, c'est le syndrome de la vocation. Alors celui-là, il est un petit peu plus insidieux. C'est pas de la culpabilité, c'est vraiment une conviction. Je fais ça parce que c'est ma mission, parce que j'ai été faite pour ça. Et quelque part dans cette conviction, l'idée que les gens qui ont une vocation ne devraient pas trop s'intéresser à l'argent, que c'est vulgaire, que ça diminue la valeur de ce qu'on fait. C'est une croyance qu'on retrouve massivement dans certaines familles, certaines cultures aussi, certains milieux. Les enseignants, les soignants, les travailleurs sociaux, on leur a appris que leur valeur était dans le don, et que le don, par définition, ne se monnaie pas. Mais une vocation qui ne se paie pas, c'est une vocation qui s'épuise, et un soignant épuisé ne soigne plus grand monde. Troisième visage, l'argent comme mesure de la valeur personnelle. Alors celui-là joue dans les deux sens. Il y a des gens pour qui gagner beaucoup valide leur existence. Je gagne, donc je vaux.
Et il y a des gens pour qui ne pas gagner beaucoup valide aussi leur existence. Je gagne peu, donc je suis intègre, cohérent, dans le bon camp. Dans les deux cas, l'argent n'est plus un outil, c'est un miroir identitaire, et chaque mouvement financier devient une déclaration sur qui on est. Monter ses tarifs, c'est pas juste changer un chiffre sur une page, c'est potentiellement changer l'image qu'on a de soi. Et ça, c'est beaucoup plus perturbant qu'un simple ajustement commercial. Quatrième visage, les messages familiaux. L'argent ne fait pas le bonheur. On n'est pas du genre à se vanter. Les gens riches ne sont pas des gens bien. Nous, on n'a pas eu ça, mais on s'en est sorti quand même, etc. Ces phrases, on les a entendues si souvent qu'elles sont devenues de l'air qu'on respire. Elles ne ressemblent plus à des opinions, elles ressemblent à des vérités. Et elles fonctionnent comme des règles d'appartenance. Gagner au-delà d'un certain seuil, le seuil implicite de la famille, du milieu, des origines, c'est risquer de ne plus appartenir, de trahir d'où on vient. Le plafond de verre le plus difficile à briser, c'est celui que la famille a construit avec amour sans le savoir. Cinquième et dernier visage, le plafond de verre intérieur. C'est la manifestation la plus concrète et la plus déroutante. Ici, tout va bien. Les clients arrivent, le bouche à oreille fonctionne et soudainement, au moment de franchir un palier, de signer un gros contrat, d'avoir un mois exceptionnel, il y a un truc qui résiste. On oublie de relancer. On accepte une négociation qu'on n'avait pas forcément à accepter. On prend moins de clients sans vraiment savoir pourquoi. On trouve des raisons de ne pas lancer l'offre qui pourtant rapporterait vraiment. Et derrière tout ça se cache bien souvent de la loyauté envers une image de soi qui ne se voit pas aussi haut que ça. Loyauté envers des valeurs qui disent que là-haut, c'est chez les autres. Loyauté envers un plafond qu'on a si bien intériorisé qu'il semble être une limite du monde. Alors je vais te parler un petit peu de moi, d'une contradiction que j'ai portée longtemps et que j'ai mis aussi du temps à vraiment voir. J'ai des valeurs écologiques fortes, des convictions sur la décroissance, sur les limites planétaires, sur ce que la course au toujours plus fait au monde. Et là, ce ne sont pas juste des opinions de surface, ce sont vraiment des choses qui font partie vraiment de qui je suis, de comment j'organise ma vie, de ce que je consomme, de ce en quoi je crois. D'ailleurs, je co-dirige une association de protection de l'environnement. Et pendant longtemps, sans que je le formule clairement, j'ai appliqué ces valeurs à mon rapport à l'argent dans mon activité. Pas consciemment, mais vraiment, le résultat était là. C'était une limite intérieure. Une croyance non dite que gagner au-delà d'un certain seuil, ce ne serait plus cohérent avec qui je suis. Que ça ferait de moi quelqu'un que je ne voulais pas être. Mes valeurs contre le capitalisme étaient devenues un plafond que je m'imposais moi-même. Et pendant longtemps, ça me semblait vertueux, cohérent, la preuve que j'étais intègre, que je ne m'étais pas vendue, jusqu'au moment où j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. Je voulais avoir de l'impact, accompagner plus de gens, développer des choses plus importantes, aller plus loin dans ce que je pouvais offrir, et tout ça, ça demande des ressources, du temps, de l'énergie, et oui, aussi de l'argent. Mon plafond ne me protégeait pas du capitalisme, il me protégeait de ma propre ambition, il me gardait dans un endroit confortable où je pouvais rester cohérente avec mes valeurs sans jamais avoir à affronter ce que grandir vraiment aurait demandé de moi. Je ne refusais pas l'argent par vertu, je refusais la responsabilité que l'argent aurait rendue possible pour moi. Alors, c'est pas une conclusion confortable, et je dis pas que mes valeurs étaient fausses, je dis que la façon dont je les appliquais à l'argent méritait d'être regardée, parce qu'elle servait aussi à autre chose, une certaine image de moi que je n'étais pas prête à questionner. Je veux te proposer une idée qui va peut-être te déranger, et je te la propose parce qu'elle m'a dérangé moi, et parce qu'elle a changé aussi quelque chose chez moi. Quand on se limite financièrement au nom de valeurs anticapitalistes, quand on dit je ne dois pas gagner plus parce que ce n'est pas aligné avec ce en quoi je crois, on croit faire une chose subversive, on croit résister. Mais se limiter au nom du refus de l'argent, c'est peut-être la forme la plus subtile de soumission au capitalisme. Parce que c'est accepter sans le dire que l'argent est exactement ce que le capitalisme dit qu'il est. Que l'argent est une mesure de la valeur morale, que ceux qui en gagnent beaucoup sont du mauvais côté, que s'en préoccuper, c'est se compromettre, que la vertu, c'est la pauvreté choisie. Mais ça, c'est le capitalisme qui dit ça, c'est pas nous. Vraiment déconstruire le rapport à l'argent, ce ne serait pas forcément en gagner moins, ce serait déjà changer ce que l'argent représente. Le tenir différemment, le voir comme un outil, sans charge morale, sans symbolique identitaire, sans loyauté ou trahison possible. L'argent n'a pas de camp,
c'est nous qui lui en donnons un. Et tant qu'il en a un, tant qu'il est chargé de tout ce qu'on lui a mis dessus, il ne peut pas être un outil, il reste un objet transitionnel, quelque chose qu'on tient ou qu'on repousse pour tenir quelque chose d'autre. Une identité, une appartenance, une image de soi qu'on ne veut pas perdre. Alors tu as probablement compris, la question à se poser, c'est pas combien est-ce que je dois gagner pour être cohérente avec mes valeurs. La question que je vois, moi, c'est plutôt qu'est-ce que l'argent représente pour moi et est-ce que c'est moi qui ai décidé ça? Alors la question de cet épisode, cette semaine, quand tu penses à augmenter tes tarifs ou à franchir un palier financier, qu'est-ce que tu aurais l'impression de trahir exactement? Une valeur? Une version de toi? Quelqu'un dans ta famille ou ton histoire? Et cette chose que tu aurais l'impression de trahir, est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a appris à protéger sans jamais te demander ton avis? Parce qu'il y a une différence énorme entre une valeur qu'on a choisie, vraiment choisie consciemment, en sachant ce qu'on choisit, et une règle d'appartenance qu'on a héritée et qu'on a confondue avec une valeur. Les deux peuvent ressembler exactement à la même chose de l'extérieur et de l'intérieur aussi pendant longtemps. La différence, c'est que la valeur choisie laisse de la liberté. La règle héritée, elle se défend, elle produit de la culpabilité, de la honte, de la résistance dès qu'on s'en approche. Alors je ne te demande pas bien sûr de changer tes valeurs, je ne te demande pas de te lancer dans une course à la croissance qui irait contre ce en quoi tu crois. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Je te demande quelque chose de plus difficile en fait. Je te demande de regarder vraiment ce que l'argent représente pour toi. Pas ce qu'il devrait représenter, pas ce que tes valeurs disent qu'il devrait représenter, mais ce qu'il représente dans ton corps, dans ta respiration, dans ce qui se contracte en toi quand tu dois dire un chiffre à voix haute ou envoyer une facture. Parce que le corps, lui, il ne ment pas. Et ce qu'il fait avec l'argent, c'est une information sur ce que tu portes, sur ce que tu protèges aussi, sur ce dont tu as peut-être besoin de te libérer. Il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant sur mon rapport à l'argent et en accompagnant des dizaines de femmes sur le leur. Ce n'est jamais vraiment une question d'argent. C'est toujours une question de ce que l'argent est censé signifier. Et quand on commence à le voir, quand on commence à démêler ce qu'on a choisi, de ce qu'on a hérité, ce qui est vraiment nos valeurs, de ce qui est notre peur déguisée en valeur, ben là, quelque chose se libère. Une relation à l'argent qui est enfin la tienne, qui ne te coûte plus autant d'énergie à maintenir, qui te laisse de la place pour faire ce que tu es vraiment là pour faire. Parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on tient vraiment quand on tient l'argent, ou alors quand on le repousse, on ne peut pas le tenir autrement. Et tenir l'argent autrement, ça change la façon dont tu travailles, la façon dont tu te paies, la façon dont tu te permets d'aller plus loin, la façon dont tu te permets tout simplement d'exister dans ton business sans te justifier en permanence. Et ça change tout. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!